retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vlog, mais je me dis que j'ai beaucoup de mal en ce moment, je pense que vous l'avez remarqué. J'ai beaucoup de mal à filmer des vidéos traditionnelles face caméra. Parce que j'ai pas beaucoup de temps pour ça et que ça demande quand même beaucoup de préparation, de temps de tournage, un petit peu moins de montage mais pas mal de temps de tournage, de se poser, de prendre la caméra, etc. Donc ça s'insère assez peu facilement dans mon quotidien, je dois dire. Et je me dis pourquoi pas retenter, même si j'en ai déjà fait, de faire des formats vlog. Peut-être que ça me permettra de filmer de manière un peu plus quotidienne et de ne pas perdre la main sur ça. Et si j'arrive à monter petit à petit des bouts de vidéos, ben, comme ça vous pouvez avoir des vidéos de manière peut-être un peu plus régulière et ça vous permettra aussi de savoir où j'en suis dans mes lectures, dans mes réceptions, etc. Parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, je perds le fil. On n'a qu'un seul cerveau et quand il est quand même assez bien occupé ailleurs, c'est compliqué de s'y remettre. Donc je me suis dit pourquoi pas tester le format vlog dans un peu la veine de ce que fait déjà Margot Liseuse ou Stéphanie de Piketty Bookin. Voilà, dans cet esprit-là. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un format qui vous plaît ou pas, enfin qu'est-ce qui peut être amélioré, est-ce qu'il y a des sujets aussi que vous aimeriez me voir aborder dans ces vlogs, parce que ça peut être aussi l'occasion de papoter un petit peu plus sur des sujets autres. Et voilà, après ça veut pas dire que je délaisse complètement le format face caméra, j'en ferai quand même de temps en temps, mais voilà, quand j'aurai le temps d'en tourner, j'en ferai. Parce que c'est un format que j'aime beaucoup regarder et faire, donc ça m'empêchera pas de le faire, de continuer à les faire. Mais c'est vrai que voilà, pour rester un peu plus régulière sur la chaîne, je vais essayer de me mettre un peu plus au vlog. Je vous prends, on est le 22 mai et je vais vous faire un petit book haul, enfin arrivé, livresque de tous les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque depuis le dernier book haul. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo book haul que j'avais faite. Et on va commencer de suite avec déjà un premier livre qui n'est pas un service presse mais qui a été, en fait c'était un livre que j'avais acheté chez Emmaüs et que ma mère avait lu, donc elle l'a fini, elle me l'a passé, donc je l'ai récupéré, mais c'est voilà, c'est une grosse bricasse. Il s'agit des enquêtes d'Erlendur de Arnadur Indridansson, très dur à prononcer, donc c'est chez Point. Et en fait c'est un gros pavé qui fait plus de 1000 pages. Combien il fait? 1043 pages, ah oui quand même, et c'est écrit bien petit, bien serré. Mais c'est l'intégrale en fait des 3 premiers tomes des enquêtes d'Erlendur. Donc il y a La Cité des Jarres qui est le tome 1, La Femme en Verre le tome 2 et La Voix qui est le tome 3. Et en fait voilà, c'est du thriller nordique, enfin du thriller islandais. Et je sais que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre avait beaucoup aimé. Donc voilà, il n'était pas cher hein, quand j'ai vu ça, cette trilogie à je sais plus 50 centimes, 1 euro chez Emmaüs. Voilà, j'ai pas tergiversé longtemps et je l'ai pris. Donc voilà, ça y est, il a rejoint ma bibliothèque. C'est pas dit que je le lise tout de suite, hein, vu la bricasse, mais au moins je l'ai. Ensuite, je poursuis avec les services presse que j'ai reçus entre temps. Donc j'ai reçu de la part de Cherche Midi Des meurtres pour lâcher prise de Karsten Jus, qui est donc le tome 2 des enquêtes zen. J'avais beaucoup aimé le tome 1 qui était des meurtres qui font du bien, si mes souvenirs sont bons. Donc on retrouve notre personnage de Bjorn Diamel qui est avocat pour la mafia, donc un métier plutôt dangereux où il y a beaucoup de meurtres, et lui ce qu'il veut c'est être plus dans la méditation, la pleine conscience, le développement personnel, et donc ça en fait un roman assez cocasse, assez drôle. J'ai déjà lu ce tome 2, je vous en reparle prochainement dans un bilan lecture où là je ferai pour le coup une vidéo face cam. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé ce tome 2 également, mais je vous en reparle un peu plus en détail dans le prochain bilan lecture. Ensuite, j'ai reçu de la part de Tornada, édition In Vino Veritas, de Magali Collet et Isabelle Villain. Donc c'est un thriller psychologique délicieusement machiavélique, nous dit la 4e de couve.
Rappelez-vous, moi j'avais déjà lu Magali Collet avec son précédent roman qui était Comme une image, cette histoire de petite fille un petit peu psychopathe. J'avais bien aimé sa plume qui était assez, que j'ai trouvé très très accessible. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas continuer à découvrir Magali Collet. Isabelle Villain, je la connais pas, donc ça sera l'occasion aussi de découvrir sa plume. Donc pour le résumé, lors d'un vernissage, une galeriste est assassinée. Secrets, mensonges et trahisons vont secouer la quiétude d'une petite commune en plein cœur du vignoble bordelais. Et lorsque deux frères se retrouvent après des années de séparation, la liberté de l'un va dépendre de la détermination de l'autre. Voilà, donc j'ai accepté de le recevoir parce que ça a l'air cool et puis voilà, j'ai eu un petit marque-page avec. Donc ça sera une de mes prochaines lectures. J'ai également reçu récemment de la part de Cherche Midi Vidocq et l'énigme du temple qui est sorti le 17 mai si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, alors c'est pas vraiment un tome 2, mais c'est un peu la suite de la saga des enquêtes de Louis Bayard en fait, qui mettait en scène des personnages historiques qui ont vraiment existé et qui les fait enquêter. Le précédent c'était Un œil bleu pâle, rappelez-vous, hein, que j'avais bien aimé, qui mettait en scène Edgar Allan Poe, c'était celui-ci. Voilà, Edgar Allan Poe qui avait enquêté, et ici dans ce tome 2, qui n'est pas vraiment un tome 2 puisque c'est notre enquête, c'est Vidocq. On est à Paris au 19e siècle. Les Bourbons, à la personne de Louis XVIII, sont de retour sur le trône. En pleine terreur blanche, Hector Carpentier, un jeune étudiant en médecine, est soupçonné du meurtre d'un inconnu. Mais le directeur de la Sûreté nationale, Eugène François Vidocq, doute de sa culpabilité. Il commence alors une enquête périlleuse qui va le mener à la disparition du dauphin, Louis XVII, officiellement mort en 1795 à l'âge de 10 ans. Ah oui, c'était le fils de Louis XVI, c'est ça. Secondé par Hector, Vidocq va mettre en œuvre tous ses talents, tandis qu'un mystérieux tueur continue de sévir dans les rues de Paris. Ça a l'air trop bien, donc ça aussi c'est une de mes prochaines lectures. Et je poursuis avec deux petits unboxings puisque j'ai reçu deux colis, donc je vais les ouvrir avec vous. Donc le premier, c'est celui-ci, donc Meurtre et tarte au citron vert de Joanne Fluck, donc c'est les enquêtes d'Anna Swanson, ici c'est le tome 8. Voilà, moi j'adore, hein. Je viens de terminer d'ailleurs le tome 7, donc ça tombe bien que le tome 8 sort. Je vais pas trop vous dire le résumé parce que ça serait spoilé, mais voilà, c'est un petit cosy mystery que j'aime beaucoup, qui est très gourmand et très cosy. Il me semble, ouais, voilà, donc les deux premiers tomes sont sortis en poche chez Point récemment, donc voilà, si vous voulez entamer la saga à moindre coût, vous pouvez essayer de vous pencher sur les éditions Point. Et puis sinon, le tome 9 sortira en octobre, et ça sera Meurtre et cake et carotte cake. Voilà. Donc ça c'est une petite saga qui pour moi fait toujours le taf et je passe toujours un bon moment, donc voilà. Celui-là, je pense que je le lirai cet été. En tout cas, la couverture fait très estivale. Et merci beaucoup aux éditions Cherche Midi qui me gâtent beaucoup trop. Maintenant, je vais ouvrir celui-ci. Je vais essayer de ne pas me foirer sur la languette. Et bien sûr, je ne l'ai pas eu du premier coup. Le voici, le voilà. Donc je sais ce que c'est puisque je l'attendais. On me l'a proposé, donc c'est les éditions Marabout qui me l'ont proposé de le recevoir. J'ai accepté parce que ça a l'air vraiment cool. Réjeanne, plongée aux origines de l'unité de profilage de la gendarmerie. Bonne lecture. Merci beaucoup Réjeanne pour ce petit mot. Donc c'est avant que ça commence de Marie-Laure Brunel-Dupin et Valérie Perronnet. Donc c'est aux éditions Marabout dans leur collection Black Lab. Donc vous l'avez deviné, ça va être les origines du profilage. Je crois que ce résumé n'en dit pas aussi bien que ce que m'avait dit Réjeanne. Ah, il y a un marque-page. Une plongée aux origines de l'unité de profilage, ouais. Donc là, on a les deux autrices ici. C'est la première enquête de Mina Lacan,
Profilers. Donc je pense que ça sera une saga. Je vais essayer de vous retrouver le résumé que m'en avait fait la responsable marketing qui m'a proposé le service presse parce que je trouve qu'il est mieux que cette quatrième de couve. Alors attendez, je retrouve son message. Alors 2002, Mina Lacan, 25 ans, passionnée par les sciences du comportement, a convaincu la gendarmerie nationale, où ce métier n'existait pas, de créer pour elle un poste de profileuse. Avant que ça commence et sa première enquête. Si elle ne parvient pas à la résoudre, elle perd tout espoir d'imposer au sein de la gendarmerie cette façon inédite de travailler. Donc voilà, ça a l'air cool parce qu'en plus, une des autrices, donc Marie-Laure Brunel-Dupin, est lieutenant-colonel de gendarmerie, chef de la division des affaires non élucidées, donc je pense qu'elle sait de quoi elle parle. Donc voilà, ça me tentait bien et merci beaucoup à Réjeanne et aux éditions Marabout. Sinon, niveau lecture, je suis en plein kiff. Je suis en train de lire l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker, qui est en fait le tome 3 plus ou moins de sa saga avec Marcus Goldman, puisque le tome 1 c'était la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Ensuite il y a eu le livre des Baltimore et maintenant on retrouve notre personnage de Marcus Goldman avec l'affaire Alaska Sanders. Et j'aime beaucoup, vraiment, je retrouve le Joël Dicker que j'aime tant. J'avais pas trop aimé ses précédents livres, je trouvais que ça perdait un petit peu de ce qu'il faisait de mieux dans Harry Kéber, notamment bon, Stéphanie Meyer, j'avais trouvé un peu moyen, mais j'avais été quand même assez déçue par l'énigme de la chambre 622. Et là, je suis contente parce que je retrouve le Joël Dicker que j'ai aimé et que j'aime tant. Et vraiment, je suis happée par l'histoire avec tous ces intrigues à tiroir, ces alternances passé-présent, ces focus sur les personnages et tout. On est vraiment immergé dans cette ambiance de petits villages au plein cœur des États-Unis avec une affaire de meurtre, etc. C'est génial, voilà, j'adore. J'ai lu 40%, mais vraiment je suis à fond et j'espère que la suite du roman va continuer sur cette lancée-là parce qu'on frôle le coup de cœur, je pense, même carrément. Et voilà, donc je suis ravie de lire ce tome 3 qui n'est pas vraiment un tome 3, enfin si c'est un tome 3. Moi je pense qu'il vaut mieux les lire dans l'ordre chronologique de publication, c'est-à-dire Harry Kéber en premier, le livre des Baltimore en deuxième et Alaska Sanders en troisième, même si chronologiquement les événements sont pas... En fait, Harry Kéber ça se passe en 2008, enfin il y a deux temporalités, il aime bien ça, Joël Dicker. Le livre des Baltimore se passe avant, en fait, à l'époque où Marcus était enfant avec ses cousins, avec sa famille, etc. Et l'affaire Alaska Sanders, on va plutôt être du point de vue de Perry, donc l'enquêteur qui était dans Harry Kéber, et qui a vécu une affaire au début de sa carrière, donc 10 ans avant les événements de Harry Kéber, en fait. Bref, vous voyez, un petit peu, mais je pense qu'il vaut mieux les lire dans l'ordre, parce qu'il y a quand même des références à Harry Kéber et au livre des Baltimore, dans Alaska Sanders, même si ça ne spoile pas, il y a quand même des gros clins d'œil et je pense que c'est quand même mieux de les avoir en tête. Voilà, donc, mais pour l'instant j'adore, je kiffe, évidemment je reviendrai vous en parler quand j'aurai avancé. Voilà, sur ce je vous dis à plus tard. Hello, je reviens vers vous, il est... on est quoi? On est lundi 5
Juin 2023, je reviens parce que j'ai reçu un petit colis en rentrant du boulot. Voilà, j'ai ouvert ma boîte aux lettres. Un colis totalement inattendu. Je ne sais pas ce que c'est, je sais juste que ça vient de la maison d'édition Nouveau Monde. Rappelez-vous, je vous avais fait une présentation d'un de leurs bouquins qui était les précurseurs sur l'histoire de ces femmes qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo bilan lecture, donc je vous invite à aller la voir si ce n'est pas fait. Et donc on va unboxer ce petit colis, ce gros colis même, parce qu'il pèse son poids quand même. Alors, j'ai tout déchiré. Alors, qu'est-ce que c'est? Lee Miller, une vie sans filtre. Lee Miller, c'est quoi? C'est de Caroline Burke, et donc c'est aux éditions Nouveau Monde. Mannequin et photographe, muse et reporter, femme libérée, Lee Miller fut également la première correspondante de guerre américaine. Caroline Burke révèle ici comment celle qui inspira Man Ray, Cocteau et Picasso a pu aussi photographier sans faille des horreurs de Buchenwald et de Dachau. Burke restitue toute la verve et l'énergie de Miller, des traumatismes de sa petite enfance à ses mariages peu conventionnels, du mannequinat pour Vogue à la reconnaissance de son œuvre photographique, en passant par son immersion dans les milieux artistiques internationaux. Cette histoire richement illustrée, d'art et de beauté, de sexe et de pouvoir, de modernisme et de surréalisme met en lumière le parcours exceptionnel d'une femme passée au statut d'objet d'art à celui d'artiste. Donc c'est une biographie, apparemment. Je connais pas du tout cette femme, j'en ai jamais entendu parler, mais bon, pourquoi pas. Il sort le 14 juin, si jamais ça vous intéresse. Et apparemment, il y a un biopic qui est en cours de tournage et qui sortira à l'automne 2023 avec Kate Winslet dans le rôle de Lee Miller et Alexander Skarsgård. Je suis désolée pour ma prononciation. Mais écoutez, pourquoi pas. C'est vrai que c'est illustré, il y a des photos. C'est vrai qu'à une époque, moi je lisais pas mal de biographies, surtout des biographies de rockers. J'avais une passion pour ça à une époque, mais ça fait très longtemps que j'ai pas lu de biographie, donc bon, why not, mais en tout cas, ça va pas être ma priorité, parce que c'est un envoi sauvage et que toi-même tu sais, tu connais la problématique de trop de livres à lire, pas assez de temps pour les lire, mais bon, en tout cas, je l'ai dans ma bibliothèque et peut-être qu'un jour, je le sortirai. Sinon, je vous reviens aussi, puisque j'ai terminé ma lecture de l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker, donc c'est aux éditions Rosie & Wolf. J'ai adoré, vraiment c'était une superbe lecture du début à la fin. J'ai adoré toute la proposition de Joël Dicker et j'étais contente de retrouver vraiment le Joël Dicker que j'avais aimé au début avec Harry Kéber, avec le livre des Baltimore. On est vraiment dans cette lignée là. Moi je recommande vraiment de les lire quand même dans l'ordre. Harry Kéber en premier, ensuite le livre des Baltimore et enfin Alaska Sanders, parce que même si ce livre là chronologiquement se passe après Harry Kéber et bien après le livre des Baltimore, puisque le livre des Baltimore raconte l'enfance de Marcus, mais en même temps dans le livre Marcus n'a pas écrit encore le livre des Baltimore qui parle de ses cousins, de son enfance, etc. Mais il y a quand même des clins d'œil, alors il n'y a pas de spoil, mais il y a quand même de gros clins d'œil pour bien comprendre l'histoire et les références et aussi l'espèce de relation amour-vache qui unit Marcus et Perry, le sergent. Voilà, ils m'ont beaucoup fait rire les deux. Ils ont vraiment ce truc où ils s'envoient des pics, c'est tellement drôle. C'est super bien écrit, c'est super bien construit. C'est une intrigue vraiment à tiroir avec plein de rebondissements, des personnages avec des psychologies très riches, très complexes, des faux semblants, des personnages qui ne disent pas tout parce qu'ils ont peur de telle ou telle représailles, et puis petit à petit, l'auteur détricote un petit peu ce nœud d'intrigue pour arriver doucement vers la vérité, vers le coupable, etc. Mais il y a plein de rebondissements, il y a plein de, comment dire, de preuves, de trucs comme ça, et c'était hyper bien pensé. Alors, il y a peut-être une ou deux petites facilités scénaristiques, mais qu'on pardonne facilement à Joël Dicker parce que tu peux pas être non plus excellent tout le temps, quoi. Tu vois, au top niveau,
du début à la fin, c'est quand même difficile. Mais pour autant, j'ai trouvé que c'était super bien construit. J'ai adoré aussi l'ambiance de petits villages en forêt, dans le New Hampshire aux États-Unis. On est vraiment au cœur de la forêt, proche d'une rivière. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à Virgin River, mais avec une ambiance plus pesante, plus sombre. Cette ambiance aussi où tout le monde se connaît, voilà, vraiment petit village, etc. C'était vraiment cool. Et j'ai pas grand chose de négatif à dire sur ce bouquin, hormis que j'ai passé un excellent moment de lecture, qu'à chaque fois que je reposais le livre, j'avais envie de le reprendre pour savoir la suite, donc en général c'est plutôt bon signe. Donc vraiment coup de cœur, voilà, c'est un de mes coups de cœur de cette année et je suis ravie de enfin retrouver Joël Dicker parce qu'il m'avait tellement déçu dans l'énigme de la chambre 622, j'avais pas aimé. Là, je me dis tout n'est pas perdu avec lui. Donc voilà, c'est vraiment cool, c'est vraiment chouette, je vous le recommande. Si vous hésitiez à relire du Joël Dicker, mais prenez celui-là, vous n'allez pas être déçus. Voilà, c'est tout pour le moment, mais je vous reprendrai un petit peu plus tard. Des travaux, toujours des travaux, il y en a marre des travaux dans cet immeuble, ça va finir par être un gruyère, à force. Hello, je vous retrouve, on est lundi 12 juin, je vous reprends avec une tête de chien mouillé puisque, je sais pas chez vous, mais chez nous, il n'arrête pas de pleuvoir, il y a des orages, mais tout le temps. Le mois de juin est vraiment merdique, de chez merdique. Et là, évidemment, je rentrais du boulot en trottinette électrique et je me suis pris une drache comme jamais. Ça a traversé mes vêtements, pour vous dire. Donc je me suis pris une douche, j'ai vite enlevé mes fringues, j'ai pris une douche. Je me suis mis en pyjama, hein, vous m'excuserez, hein, je suis en pyjama, mais bon, on n'est plus à ça près, vous et moi, n'est-ce pas? On se met bien, cosy, et je vous reprends parce que j'ai terminé des livres. Et oui, j'ai lu 2 BD. Les crocodiles, le tome 1 et les crocodiles sont toujours là, le tome 2. C'est de Thomas Mathieu et le tome 2 est aussi avec Juliette Boutan. Alors le tome 1 c'est aux éditions Le Lombard et le tome 2 c'est aux éditions Casterman. Et c'est ma copine Laura qui m'a gentiment proposé de me prêter ces BD. J'ai accepté puisque ça faisait un moment que je voulais les lire, j'en avais beaucoup entendu parler en bien. C'est des BD qui parlent, enfin c'est plus des romans graphiques on va dire, qui parle de harcèlement de rue et c'est hyper intéressant. Donc vraiment dans le tome 1 on est sur le harcèlement de rue et dans le tome 2 on va on va plus aborder des thématiques un peu plus larges comme le sexisme ordinaire et la misogynie dans la sexualité. On va parler aussi des violences gynécologiques et obstétriques. On va parler aussi de la violence par rapport dans la police envers les femmes qui essayent de témoigner. On a aussi tout ce qui est sexisme dans le milieu du travail, le milieu professionnel. Donc voilà, ces 2 BD sont assez complémentaires et en fait Thomas Mathieu, l'auteur et dessinateur, utilise les témoignages de vraies femmes. En fait c'était un projet qui est né sur internet et il utilise des vrais témoignages, donc c'est vraiment des histoires vraies de femmes qui racontent ce qu'elles ont déjà vécu, puisque faut savoir que 100% des femmes en France ont déjà vécu du harcèlement de rue dans la rue ou dans les transports en commun. Enfin on a tous et toutes des histoires comme ça à raconter et c'est vraiment terrible quand on y pense. Pour vous en citer une, par exemple, moi j'en ai plein des histoires parce que je prenais beaucoup le métro, notamment quand j'étais étudiante, mais par exemple quand j'étais au chômage il y a quelques années, j'en avais marre d'être tout le temps enfermée chez moi et dans mon appartement. Du coup, j'avais décidé de partir lire
au parc, puisque c'était le printemps, j'avais envie de sortir, je me suis dit je vais aller bouquiner sur un banc dans le parc, tranquillement. Bon, sauf que évidemment en semaine, dans le parc, il n'y a pas des perdreaux de l'année, hein. Comment vous dire que voilà, je pouvais pas bouquiner tranquille sans me faire accoster par un mec qui traînait par là. Et pourtant j'avais un langage corporel très fermé, je répondais succinctement en replongeant le nez dans mon livre en mode casse-toi, j'ai pas envie de te parler, mais non, visiblement il ne comprenait pas et confondait drague et harcèlement là, complètement. Ça m'est arrivé plusieurs fois, à tel point que je me suis dit peut-être la solution ce n'est pas d'être assise sur un banc, puisque là en fait les mecs pouvaient venir s'asseoir à côté de moi pour taper la discute. Du coup je me suis dit je vais prendre un plaid et aller bouquiner dans l'herbe. Spoiler alerte, ça n'a pas fonctionné non plus. Donc j'ai fini par ne plus aller lire au parc toute seule. Voilà. C'est triste à dire, mais j'en étais arrivée à ce point-là. Et bon, évidemment, les frotteurs dans le métro, des commentaires déplacés quand tu passes dans la rue. Enfin bon, on a tous vécu. D'ailleurs, si vous avez des anecdotes que vous voulez nous partager, n'hésitez pas à m'en parler. Vous pouvez écrire dans la barre de commentaires. Hein. Évidemment, c'est un espace que je souhaiterais safe, hein, vraiment. J'espère que vous êtes assez intelligent. Je pense que vous êtes assez intelligent pour respecter un petit peu les gens qui voudraient témoigner. Mais voilà, c'est vraiment un sujet hyper important. En plus, ce qu'il y a de bien dans ces BD, c'est que les femmes sont représentées sous les traits d'humains normaux, en noir et blanc, avec les décors en noir et blanc, alors que les hommes sont représentés en crocodile vert. Donc ça a vraiment ce côté noir et blanc et vert qui est hyper symbolique, hyper impactant. J'ai trouvé vraiment ça hyper intéressant. Par exemple, voilà. Alors j'avoue que le trait de crayon, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique selon mes propres goûts, mais au final je me suis quand même assez fait au dessin. Ils ont vraiment quelque chose d'impactant, on ressent les émotions, il faut vraiment faire preuve d'empathie, avoir le cœur bien accroché pour lire ces BD, parce que évidemment ça peut faire écho à des histoires qu'on a déjà vécues. Mais vraiment, c'est à mettre entre toutes les mains. Et d'ailleurs, dans l'avant-propos, l'auteur recommande à toute personne, que ce soit des femmes ou des hommes qui lisent cette BD, de vraiment se mettre à la place des femmes qui témoignent, de se mettre du point de vue féminin, parce que sinon, on peut passer complètement à côté du propos en mode non, mais on n'est pas tous comme ça, on n'est pas tous des crocodiles. C'est pas le propos, et en fait il l'explique très bien, Thomas Mathieu, et je trouve ça hyper intéressant que ce soit un homme qui fasse ce genre de BD. En fait il a choisi de représenter tous les personnages masculins en crocodile, qu'ils soient gentils ou méchants, parce que la société inculque quelque part, sociabilise les garçons à devenir des prédateurs, à devenir des dominants, dans cette virilité un petit peu toxique. Et en fait, même les gentils peuvent parfois, à certains moments, avoir des comportements un peu toxiques sans même s'en rendre compte en fait. Donc potentiellement, tous les hommes sont des crocodiles et c'est hyper intéressant. Voilà, je vous invite aussi à lire les explications. Voilà, pourquoi dessiner tous les hommes en crocodile. Voilà. Et d'ailleurs il dit on n'est pas tous comme ça, moi non plus, moi non plus, moi non plus, voilà. Donc ça c'était hyper intéressant. Et puis à la fin du tome 2, il y a aussi des petites pages explicatives avec des liens et des sites internet pour tout ce qui est violence gynécologique et obstétricale. Qu'est-ce qu'on a encore? En fait c'était hyper important, hyper impactant comme lecture, j'ai adoré. Vraiment, je recommande à tout le monde de lire ce livre, d'autant plus les hommes. Je pense que ça pourra vous ouvrir les yeux. D'ailleurs, le copain de Laura l'avait lu et m'avait dit que vraiment ça l'avait bousculé parce qu'il ne s'imaginait pas tout ce que les femmes pouvaient vivre au quotidien. Et je pense que c'est important, voilà, d'ouvrir les yeux là-dessus, d'en parler et puis de faire preuve d'empathie, de se mettre du point de vue des femmes. Voilà, s'il y avait un peu plus d'empathie dans ce monde, il y aurait moins de problèmes, je pense. Ce soir, j'ai le book talk des éditions Cherche Midi avec donc la team thriller Cherche Midi, où on se retrouve une fois par trimestre, je dirais, pour parler de nos lectures communes. Et notamment là, ce soir, ça va être sur le tome 2 des meurtres pour
des meurtres zen, de la saga des meurtres zen, donc qui était des meurtres pour lâcher prise, que je n'ai plus en ma possession puisque je l'ai prêté à ma mère pour qu'elle le lise. Mais voilà, je suis ravie de retrouver toute l'équipe. C'est toujours une ambiance super bon enfant. On discute du livre qu'on a lu, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, etc. Donc voilà, ça va être une chouette soirée encore avec la team. Du coup, je vous reprends avec une lecture que j'ai terminée ce midi. Et je suis vraiment ravie de l'avoir lu. Merci encore aux éditions Marabout de me l'avoir envoyé parce que c'était vraiment une chouette découverte. Donc c'est Avant que ça commence de Marie-Laure de Brunel Dupin et Valérie Perronnet. Donc aux éditions Marabout, collection Black Lab. Donc c'est un service presse que j'ai beaucoup aimé puisqu'on va suivre Mina Lacan qui est une profileuse j'allais dire du FBI, pas du tout puisque ça se passe en France. On est dans la gendarmerie nationale, on est au tout début des années 2000, en 2002 pour être précise. Et en fait, elle veut créer comment dire, un service de profilage dans la gendarmerie nationale française alors que ça n'existe pas encore. Et évidemment, elle est dans un milieu hyper masculin, hyper sexiste, très misogyne, et elle, la petite jeune fille qui veut essayer de révolutionner un peu le game, évidemment qu'elle n'est pas toujours très bien reçue, qu'elle est fait face à beaucoup de scepticisme de la part de ses collègues masculins, et notamment de son supérieur qui est un vrai connard, et qui lui met complètement des bâtons dans les roues, et un de ses collègues va la missionner pour l'aider sur une enquête du meurtre d'un boucher, qui a été sauvagement assassiné dans sa boucherie, et il patauge, voilà, l'équipe d'enquête patauge ils n'arrivent pas à trouver d'autres pistes, ils ont tout exploré, ils ne savent plus dans quelle direction aller, et du coup un lieutenant qui s'appelle Jean-Michel Stéphane, c'est ça, va demander à Mina d'essayer de regarder le dossier pour voir si elle peut pas trouver de nouvelles pistes, un nouvel angle, avoir un œil neuf un petit peu sur la question. Elle va devoir faire ça un peu en sous-marin puisque son boss n'est pas très chaud. Si elle réussit ou si elle échoue, ça va enclencher, on va dire, le début de sa carrière ou pas, ou alors anéantir l'herbe sous le pied. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ça fait beaucoup référence à des vraies histoires, de vrais true crime, notamment on a l'affaire Patrice Allègre, on a d'autres, Émile Louis je crois, enfin voilà, il y a quelques références de true crime français qui sont évoquées. On sent que en fait, le duo d'autrices, en fait, c'est une gendarme, une enquêtrice de la gendarmerie et une journaliste qui fait beaucoup de biographies qui se sont mis à collaborer ensemble pour écrire cette fiction. Alors c'est de la fiction mais il y a beaucoup d'histoires vraies dedans et du vécu de Marie-Laure de Brunel Dupin qui est donc gendarme et qui a vécu 20 ans au sein de la gendarmerie nationale et qui a créé vraiment cette cellule de profilage. Et voilà, on sent qu'il y a vraiment du vrai dans le fond, mais après ça reste quand même de la fiction. J'en ai marre de ces travaux. Vous en avez marre aussi de ces travaux? Oh purée, bon, il va jamais s'arrêter, je crois. J'ai beaucoup aimé cette lecture parce qu'en fait, on est vraiment sur une plume qui est vachement orale, qui est très incisive, très vivante, un peu piquante. On est dans la tête de Mina qui a une personnalité quand même haute en couleurs, qui est très méthodique. Elle est très méthodique. De toute façon, pour le profilage, il faut vraiment de la méthode, de l'organisation. Elle va essayer de tout remettre à plat dans ce dossier, de mettre les choses dans des tableaux, dans des fiches Bristol, etc. Donc moi qui suis un peu toquée de l'organisation, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'elle fait preuve de beaucoup d'humour noir, c'est intelligent, c'est brillant. Elle fait beaucoup de métaphores, de comparaisons qui sont assez bien trouvées, je trouve, qui moi m'ont arraché quelques sourires. Donc ça j'ai beaucoup apprécié. J'ai bien aimé aussi sa famille qui est complètement rocambolesque et notamment sa sœur jumelle qui s'appelle Martha et qui est complètement bigarrée, vraiment un personnage haut en couleur que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, ça se lit super bien, les chapitres sont courts. Franchement, en une semaine, je l'ai dévoré, j'ai beaucoup aimé. Voilà, ça donne... on va dire que c'est une petite mise en bouche puisque
je pense qu'il y aura une suite, qu'il y aura d'autres enquêtes, en tout cas je l'espère, parce que c'était vraiment une chouette découverte. Le seul petit bémol vraiment que je peux lui reprocher, c'est que moi j'avais deviné le coupable avant la fin, sans méthode ni rien, mais disons au feeling, je me doutais bien que c'était ce personnage-là. Mais enfin, j'ai quand même apprécié découvrir le cheminement jusqu'à la résolution finale. Et puis l'autre chose aussi qui m'a un peu interrogée, c'est-à-dire que Mina, qui est du haut de ses 25 ans, c'est quand même une jeune femme, elle est dans un milieu assez masculin, avec des hommes, on va dire des requins, c'est-à-dire qu'on prenait des hommes plus âgés, blancs, hétéros, cisgenres, qui sont bien accrochés à leur pouvoir, etc. C'est difficile de faire sa place et de s'empouvoirer dans un milieu comme ça, et elle y arrive quand même, alors pas toujours sans douter d'elle-même, mais en tout cas je trouve qu'elle y arrive à manier les enjeux de l'influence, du pouvoir, etc. Et moi je trouve que c'est extrêmement difficile à faire déjà en 2023 dans le monde de l'entreprise. Alors dans le milieu de la gendarmerie, au début des années 2000, voilà, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'anachronisme dans tout ça? Je sais pas. Peut-être c'est une question de personnalité ou d'éducation, je sais pas, mais je trouve que déjà en tant que femme et en tant que jeune femme, avoir de la crédibilité dans le monde professionnel, c'est compliqué. Déjà en 2023, alors j'imagine même pas dans les années 2000 quoi. Donc bon, voilà, je ne sais pas, c'est une question ouverte. Si quelqu'un l'a lu et quelqu'un a une opinion là-dessus, n'hésitez pas à m'en faire part, je serai ravie de discuter avec vous sur ce sujet. Voilà, c'en est tout pour moi pour le moment, je vous retrouverai plus tard. Là, je vais filer à mon book talk avec Cherche Midi. Ciao! On est le lundi 19 juin, je vous reprends ici pour clôturer ce vlog avec une de mes dernières lectures dont j'avais envie de vous parler. Il s'agit de Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur. C'est de Sophie Landa aux éditions Une case en moins, donc c'est une BD ou plutôt un roman graphique puisque cette BD fait quand même 300 pages. Et comme son nom l'indique, Sophie Landa, qui est donc l'autrice et illustratrice de cette BD, va raconter son histoire, ce qu'elle a vraiment vécu, son histoire d'amour avec un manipulateur. Elle va parler de toute sa relation toxique avec Marcus qu'elle rencontre. Au début tout va bien, c'est vraiment le coup de foudre. C'est la période d'idéalisation, de lune de miel, où vraiment elle a l'impression d'avoir rencontré son âme sœur. Ensuite il va y avoir la phase 2 avec cette phase de dévalorisation où il va commencer à avoir plein de choses qui vont lui mettre la puce à l'oreille, où Marcus va souffler le chaud et le froid, où elle va se sentir de plus en plus mal et c'est vraiment un cercle vicieux. C'est de la manipulation et toutes les techniques de manipulation qu'un pervers narcissique utilise. Et puis ensuite la phase 3, la phase de rejet et comment elle est tombée plus bas que terre pour ensuite se relever. C'est une lecture qui m'a profondément touchée puisque Sophie Landa raconte son histoire mais c'est aussi la mienne quelque part avec ce que j'ai vécu aussi avec mon ex et c'est effroyable de voir à quel point les manipulateurs ont tous le même mode opératoire. C'est toujours les mêmes techniques de manipulation, le gaslighting, le hoovering, souffler le chaud et le froid, prêcher le faux pour savoir le vrai, avoir des comportements passifs-agressifs. Dans son cas, Marcus a même des comportements violents, où il crie, où il tape dans les murs, où il fait du chantage au suicide, ce genre de choses. Voilà, moi ça m'a beaucoup impacté parce que tout le cheminement que fait l'héroïne
dans ce bouquin, je l'ai fait aussi, le fait de, après coup, comprendre ce que c'est qu'une personne souffrant d'un trouble de la personnalité narcissique, parce que c'est le terme clinique en fait, pervers narcissique, c'est un peu un mot qui est complètement galvaudé, qui est utilisé par les grands médias, le grand public, etc. Tout le monde traite un peu ses ex de manipulateurs ou de pervers narcissiques, et ça ne veut plus dire grand chose, alors que la réalité, c'est que c'est une pathologie mentale qui est reconnue par la psychiatrie avec l'appellation trouble de la personnalité narcissique. Et ça touche bien plus de personnes qu'on ne le pense, puisqu'il y a quand même en moyenne 10% de la population qui sont des manipulateurs. Et on peut en rencontrer dans tous les aspects de nos vies, hein, pas forcément que dans les relations amoureuses, ça peut être aussi au travail, un collègue, un supérieur hiérarchique, ça peut être aussi dans la famille, ou ça peut être aussi en amitié. Et c'est pas les personnes qui sont victimes de ce genre de personnalité toxique ne sont pas forcément des personnes bêtes ou faibles. Au contraire, c'est des gens qui ont beaucoup de qualités de bienveillance, d'écoute, etc. Tout ce qui fait défaut en fait aux manipulateurs, toute cette empathie envers les autres, puisqu'en fait les pervers narcissiques, ils ont cette altération du rapport à autrui, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas les autres comme des sujets, comme des êtres humains doués d'intelligence, d'émotion, de besoins, etc. Il les considère comme des objets qu'il peut manipuler à sa guise pour arriver à ses fins. Voilà. Et il n'a aucune considération et il écrasera tout le monde sur son passage pour arriver à ses fins et pour se servir lui-même en fait. Moi je pensais pas que ça pouvait exister, ce genre de personnes machiavéliques mais vraiment pathologiques. C'est le 9e cercle de l'enfer, j'ai envie de dire. Je ne souhaiterais même pas ça à mon pire ennemi. J'ai pas de pire ennemi, mais vraiment c'est tellement horrible parce que c'est une lente descente aux enfers. La phase de dévalorisation peut durer des années. C'est invisible puisque c'est une violence qui est psychologique, qui ne se voit pas. Il n'y a pas de coups, de bleus, de côtes cassées ou que sais-je. Et puis de l'extérieur, c'est complètement imperceptible puisque en fait le manipulateur sait aussi manipuler les gens extérieurs, c'est-à-dire qu'il a un double visage. En public, il est quelqu'un de très charmant, de très sociable, de très altruiste même. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'éloquence et qu'on ne soupçonnerait jamais de ça, mais dans le huis clos de la relation, dans le huis clos du foyer, il change de visage et c'est autre chose. Et voilà, c'est criant de réalisme. En plus, je trouve que Sophie Landa explique bien à travers son dessin toutes les émotions par lesquelles elle est passée. Elle a vraiment touché le fond. Elle a su rebondir aussi grâce au fait de comprendre, de décortiquer, de nommer les choses. Moi aussi, j'ai dû passer par là, c'est-à-dire de vraiment faire des recherches approfondies pour comprendre, non pas un manipulateur, parce que ça c'est impossible à comprendre, mais comprendre les mécanismes, comprendre, enfin nommer aussi toutes ces techniques de manipulation comme le gaslighting, comme le hoovering, ce qu'est un singe au volant par exemple, etc. Donc tout ça est vraiment très bien expliqué dans le livre. Pareil, le texte, le quiz, le test de Rakamier je crois, où en fait c'est 15 questions, non c'est 30, je vais essayer de vous retrouver ça. Le test de Rakamier. Alors ça c'est les singes volants. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. 30 critères pour identifier un manipulateur. Donc si tu réponds oui à au moins 15 critères, alors tu as affaire à un manipulateur. Moi je me rappelle que j'avais répondu à plus d'une vingtaine de oui, et encore quand je savais pas je mettais non, donc ça ne fait aucun doute. Mais voilà, il y a des planches qui sont parfois très sombres. Alors il y a beaucoup de noir et blanc avec quelques couleurs. Celle-là elle m'a fait vraiment froid dans le dos. Voilà, et au début, voilà, il y a quelques touches de couleur. En fait c'est en noir et blanc mais c'est hyper impactant. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Sophie Landa met en scène aussi son ours en peluche chocolat, qui va être un petit peu son Jiminy Cricket, sa conscience, sa petite voix intérieure qui lui met des signaux d'alerte, des red flags, mais qu'elle n'écoute pas comme à chaque fois. Enfin je veux dire, toutes les victimes ont eu
cette impression au fond de soi de se dire il y a un truc qui cloche, ça va pas, mais tu mets ça sous le tapis, tu fais l'autruche. Et ça c'est très bien représenté par ce petit ourson en peluche chocolat, que l'on voit d'ailleurs ici. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est criant de réalisme, c'est effroyable de se dire qu'il y a des gens qui existent, qui sont comme ça, mais c'est la réalité. Si vous avez eu la chance de ne pas connaître ce genre de personnalité autour de vous, tant mieux pour vous, mais ce livre, je vous recommande cette lecture, ne serait-ce que pour vous informer de comment ça existe et comment éviter de se faire avoir. Si vous êtes dans ce genre de relation, elle vous donne aussi des clés pour réussir à vous en sortir. La solution la meilleure reste la fuite, mais parfois c'est pas possible de couper totalement les ponts parce que c'est un supérieur hiérarchique ou quelqu'un de votre famille ou quelqu'un avec qui vous avez des enfants et que vous êtes obligé de facto de côtoyer. Voilà, la technique de l'évitement, c'est-à-dire de vraiment rester de marbre et rester factuel, sortir complètement de l'émotionnel parce que c'est la nourriture des manipulateurs, c'est vraiment l'émotion. Voilà, et c'est hyper bien fait. Moi je vous recommande aussi d'aller voir la vidéo de Fabien Olicard qui explique vraiment, qui vulgarise vraiment ce qu'est un pervers narcissique ou une personne souffrant d'un trouble de la personnalité narcissique. Je vous la mettrai dans le petit et je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Je vous recommande aussi, pour vous aider si vous êtes dans ce genre de relation, la chaîne de Randa, l'audace d'être soi, qui a vraiment été hyper salvatrice pour moi, ne serait-ce que pour théoriser et pour comprendre comment les mécanismes, voilà, et nommer les choses, c'est important. Et puis je vous recommande aussi d'aller voir le passage de Sophie Landa, donc l'autrice, dans l'émission Ça commence aujourd'hui, où elle parle de manière très posée et très factuelle de cette relation avec ce personnage, donc Marcus. Elle explique vraiment, on sent qu'elle a décanté le truc, elle a vraiment très intellectualisé, et je pense que c'est vraiment la meilleure manière de s'en sortir, de mettre de la distance aussi, et d'essayer de comprendre, parce que finalement notre cerveau a besoin de mettre du sens là où il n'y en a pas, quoi. Et voilà, c'était vraiment une super bonne BD. J'ai du mal à vous en parler parce que ça a été vraiment une lecture à double tranchant pour moi, parce que ça m'a fait revivre des trucs que j'avais envie peut-être d'oublier, mais bon, voilà, c'était fort. J'aurais du mal à dire c'est un coup de cœur, mais en même temps c'est un coup de poing. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais à découvrir, vraiment. Voilà, c'en est tout pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est un format qui vous plaît? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans les prochains vlogs? Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je serai bien évidemment ravie de vous lire et d'échanger avec vous. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Et puis moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!